célèbre ses autres écrits, les Glogues Tirsi, 1506, le prologue de la Calandria de Bibiena, 1513, 4 canzoni amoureuses et un recueil d'élégies latines sont de qualité, sans se distinguer particulièrement dans la production de l'époque. Le livre du courtisan est donc une œuvre unique, et l'œuvre de toute une vie. Des travaux récents permettent de distinguer clairement trois états, ou plus précisément trois rédactions de l'ouvrage. Castiglione aurait travaillé à la première de ces rédactions entre 1513 et 15, et l'on sait que le dédicataire en aurait dû être François Ier. Ses choix politiques ultérieurs, résolument anti-français, le feront renoncer à ce patronage. Une seconde rédaction est achevée en 1521, une troisième en 24. Dès ce moment, le manuscrit circule, et comme il explique dans sa lettre dédicatoire de De Silva, Castiglione, qui craint de voir son texte déformé, voire imprimé sans son autorisation, le soumet à une dernière révision et l'envoie d'Espagne à Venise en 1527. Il y est publié au printemps 28 chez Aldo et Andrea d'Azzolo et tiré à 1030 exemplaires, dont 30 sur papier royal. Quelques mois plus tard, il est réimprimé à Florence par les héritiers de Filippo de Giunta. Les exégètes actuels attachent beaucoup d'importance à cette longue et difficile gestation du texte, à ses fractures, aux suppressions, adjonctions, remaniements structurels qu'il a subis. Ils peuvent ainsi renouveler les commentaires traditionnels en mettant à jour l'évolution littéraire de l'auteur, mais surtout les changements idéologiques liés aux événements historiques et aux péripéties de la carrière de Castiglione, qui se dévoile ainsi. Il est certain en effet que le quatrième livre, ajouté dans la version définitive, est d'un ton plus grave avec son discours sur le prince et sur le courtisan instituteur du prince, et surtout avec son hymne à l'amour que les trois premiers livres, où la conservation est plus enjouée et plus mondaine. Mais à trop insister sur ces nuances, à trop vouloir les interpréter, à les exploiter, peut-être risque-t-on d'oublier l'essentiel, à savoir qu'une œuvre ne se réduit pas à sa genèse, du moins quand elle est réussie. Les innombrables lecteurs du courtisan au cours des siècles ignoraient tout des multiples strates de sa rédaction. Ils n'en admiraient pas moins sa profonde unité, derrière l'apparente liberté de la composition, l'art subtil des transitions d'un thème à l'autre et l'approfondissement progressif qui conduit jusqu'à l'élévation finale. C'est de ce courtisan tel que Castiglione l'a voulu et l'a publié qu'il sera ici question. La question des sources du livre risque de nous entraîner dans des recherches infinies. Fidèle à ses principes, Castiglione fuit avant tout l'affectation, l'étalage du savoir et se montre économe de citations et de références qui n'auraient pas leur place dans un dialogue mondain. Mais s'il efface derrière lui les traces de son travail et de ses lectures, c'est aussi parce que pour lui, comme pour Cicéron, la culture est cultura animi et non érudition, qu'elle informe et inspire son discours tout entier et constitue l'élément dans lequel il se déploie. Le rôle indispensable de la critique est de dissocier ce tout en ses parties, d'y distinguer les emprunts, les allusions, les influences plus ou moins directes, de faire les rapprochements qui s'imposent, mais cette lecture savante ne doit en aucun cas faire méconnaître l'originalité irréductible de l'œuvre. Nous verrons qu'au contraire, elle la met en valeur. Pour aller vite, on peut dire que deux sortes de sources sont clairement repérables dans le courtisan. Celle d'abord que représentent les traités italiens du Quattrocento et celle plus ancienne et plus féconde encore issue de la philosophie et de la rhétorique grecque et latine, auxquelles il faut ajouter la poésie et l'histoire, dont Castiglione a été imprégné pendant ses années de formation et qui sont le fond commun de la culture humaniste de la Renaissance. Plusieurs thèmes variés se succèdent et s'entrecroisent. Dans le livre, susceptibles d'être isolés les uns des autres, mais concourent tous à la même fin, qui est la formation du parfait courtisan. Il y a ce qui concerne son éducation, ses qualités physiques et morales, les talents qu'il a à déployer, ses rapports avec le prince, la langue dont il doit user dans la conversation, l'art des facéties, son attitude vis-à-vis des femmes avec la discussion sur le statut de la femme dans la société et sa dignité propre, et enfin la psychologie et la métaphysique de l'amour. Toutes ces questions topiques ont déjà été abordées en Italie depuis la fin du XIVe siècle par de nombreux traités latins pour la plupart. Et puisque le courtisan a une visée essentiellement pédagogique,
Il faut, quand on en parle, saluer d'abord les grands noms de ceux qui sont à l'origine de l'éducation de l'homme moderne. Les Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, San Bernardino da Siena, Maffeo Veggio, Matteo Palmieri, Leon Battista Alberti, Antonio De Ferraris, Vittorino De Feltro, Eneasilio Piccolomini, Guarino Veronese, Pier Paolo Vergerio. Clairement discernable, en tout cas, parmi cette immense littérature qui parle de la formation de l'homme en général et l'influence sur Castiglione du Della Famiglia 1437-1441 et de l'Icciarchia 1470 de Léon Baptiste Alberti. L'éducation spécifique du courtisan, en revanche, est rarement abordée. Castiglione le remarque et l'explique dans un passage d'une première version de son livre. S'il y a toujours eu des cours, des princes, des seigneurs et des serviteurs, dit-il, ce n'est que depuis peu que l'on fait profession de courtisanerie parmi les hommes et que l'on tente de réduire à un art et à une discipline cette nouvelle fonction sociale, c'est-à-dire d'en faire la théorie et la pratique. Sans doute fait-il ici allusion à ces seuls devanciers notables, le napolitain Diomède Carafa, avec son Trattato dello Cortesano, ou Libri dei Precetti ovvero Istruzione dei Cortisani, publié en 1487, et surtout Paolo Cortese avec le De Cardinalatu de 1510. Le livre de Carafa insiste sur la célérité et la discrétion qu'exige le service du prince, mais esquisse aussi une intéressante analyse du jeu entre l'être et le paraître, entre la simulation et la dissimulation, nécessaire à toute vie de cour que l'on retrouvera approfondie chez Castiglione. Le De Cardinalatu se présente comme une codification minutieuse et pédante du comportement d'un cardinal à la cour papale dans toutes les circonstances de la vie quotidienne. Cortese s'y montre incapable de trouver le principe unificateur qui ordonnerait cette description d'une cour, de ses membres, de ses services et de son apparat, mais la figure du cardinal qui s'en dégage, austère et aristocratique, remarquable par le contrôle de soi et la prudence, toujours en représentation, annonce celle du courtisan. Le prince autour de qui gravite le courtisan a quant à lui été l'objet de maints traités touchant ses droits et ses devoirs et l'éducation qu'il doit recevoir, de regimine principum medievo à l'Institutio Principici Christiani d'Erasme 1513, en passant par le De Principe de Pontano, Filippo Beroaldo l'Ancien et de bien d'autres encore, dont il faut rapprocher les traités d'éducation civique et républicaine, des Optimo Sive, de Platina ou de Matteo Palmieri. Faut-il rappeler que le De Principatibus de Machiavel, écrit en 1513, n'a été publié qu'en 1532. Tous les autres sujets abordés dans le courtisan ont suscité avant l'époque de Castiglione de nombreux écrits qu'il serait trop long de recenser. Il suffira de citer quelques noms et titres qui serviront de repères. Poggio Bracciolini pour les facéties, Pontano et surtout Bembo pour la querelle de la langue vulgaire et pour les écrits sur l'amour, sans remonter à la poésie provençale ni même à Pétrarque, les œuvres savantes de Ficin et des néoplatoniciens florentins et celles plus mondaines d'auteurs proches de Castiglione, Francesco de Diaceto, Libra de Nature d'Amore, de Mario Equicola, Libro de Nature d'Amore et de Bembo, les Asolani. Mais si le courtisan est autre chose qu'un vaste collage de topoïdes d'époque, c'est parce que son unité vient de beaucoup plus loin dans le temps, à savoir de la pensée classique, qui est toujours présente dans le contenu et la forme de son texte. Il ne s'agit plus là d'un simple problème de source, mais nous sommes en face de ce qui, à mon avis, constitue l'intérêt majeur du livre, et représente pour nous, lecteurs actuels, une véritable énigme. Voilà en effet une œuvre qui, de façon avouée et calquée sur le De Oratore, où Cicéron magnifie dans la personne de l'orator l'idéal humain de Rome à la fin de la République. Voilà une œuvre qui étudie le langage et le comportement social des hommes en se servant de la rhétorique d'Aristote, de Cicéron et de Quintilien, qui propose un idéal moral directement emprunté à l'éthique à Nicomaque ou des officis et aux œuvres morales de Plutarque, qui évalue les mérites des régimes politiques contemporains à partir des analyses de la politique d'Aristote, qui enfin débouche sur une métaphysique et même une mystique tirée du banquet de Platon.
Et cette œuvre a pu intéresser et profondément concerner non seulement l'Italie des papes Médicis, la France de François Ier, l'Espagne de Charles Quint, mais aussi l'Europe entière pendant plus de 2 siècles. Qu'y a-t-il de commun entre l'Agora d'Athènes, le Forum romain, la cour d'Urbino, celle d'Élisabeth d'Angleterre, celle de Louis XIV? Toutes presque, répondraient Castiglione et ses anciens lecteurs, ou plutôt, ils diraient que les instruments légués par la rhétorique et la philosophie classique étaient suffisants pour permettre de comprendre et de réduire en art et en discipline le discours et le comportement d'un type d'homme, représentant l'expression la plus achevée de la modernité, à savoir le courtisan. Il ne faut pas chercher ailleurs la véritable signification de l'humanisme, et plus précisément de l'humanisme rhétorique et du rôle qui joue la notion d'imitation. Castiglione imite les classiques comme les imitait dans sa peinture son ami Raphaël, sans que cette imitation soit le signe de la servilité ou de l'impuissance créatrice. Elle repose plutôt sur la certitude que les anciens ont, avec leurs œuvres, mis à la disposition des modernes un répertoire inépuisable, ayant une valeur intemporelle et transhistorique, et leur permettant de penser et de traduire pour leur propre compte leur expérience personnelle. Cette libre imitation qui n'exclut pas l'originalité se retrouve dans la forme littéraire que Castiglione a donnée à son courtisan. Il se sert de la forme dialogique, souvent pratiquée dans les traités humanistes, mais il abandonne le latin au profit de l'italien. Et son dialogue n'est pas, comme chez ses devanciers, abstrait et théorique, mettant en scène des personnages fictifs chargés de représenter des idées et des points de vue opposés. Il est au contraire de type narratif, diégétique et non mimétique, et il est présenté comme réel historique ayant eu lieu à un endroit et un temps précis, entre des personnages que le narrateur a connus et aimés. Platon et Cicéron emploient le même procédé, mais chez eux la dialectique des idées fait vite oublier le cadre et la personnalité des acteurs, alors qu'il reste toujours sensible chez Castiglione. Le charme de son œuvre vient du climat de nostalgie qu'il imprègne. Au lieu d'un traité du parfait courtisan, on a affaire à l'évocation nostalgique par un homme mûr des plus belles années de sa vie, fiore della vita mia, de quelques instants parfaits d'allégresse et d'amitié qu'il a vécu à Urbino, au temps du prince Guidobaldo et de la duchesse Elisabeth. Ces moments sont déjà loin quand il termine son livre. Beaucoup de ses amis sont morts, mais ils vivront à jamais dans son livre grâce à l'immortalité que donne la mémoire écrite, car l'écriture n'est autre chose qu'une forme de parole qui demeure encore après que l'homme a parlé. Le récit dialogue a donc pour cadre la cour d'Urbino et s'étend sur 4 soirées très exactement du 3 au 7 mars 1507. Castiglione est absent, envoyé en Angleterre en mission auprès du roi Henri VII. L'absence du narrateur principal, comme dans le De Oratore de Cicéron, produit un effet de distanciation et d'objectivation. L'auteur ne fait que rapporter des propos qu'il n'a pas entendus lui-même et qui lui ont été relatés par d'autres. Il n'en est pas responsable, il n'est pas intervenu, il n'a pas à intervenir. Les interlocuteurs sont des familiers de la cour d'Urbino ou des hôtes de passage venus avec la suite du pape Jules II. On pourra trouver sur eux quelques renseignements dans le petit dictionnaire biographique adjoint à cette préface. Il suffit de noter qu'ils sont chacun à leur manière représentatifs de la profession courtisane en Italie, guerriers, diplomates, hommes d'église ou appelés à l'être poètes et artistes, presque tous hommes de culture. Quelques-uns ont laissé un nom dans l'histoire. Julien de Médicis, dit le Magnifique, Pietro Bembo, aristocrate vénitien, l'un des grands noms de la littérature italienne au XVIe siècle, Ottaviano Fregoso, futur doge de Gênes, Bernardo Bibbiena, futur cardinal, tous bien individualisés, sont réunis dans la salle de l'éveillé, la salle des veillées, que l'on peut toujours voir au palais d'Urbino, restée presque intacte, bien que dépouillée en partie des collections que le duc Federico y avait amassées. Cette salle est située à mi-chemin des appartements privés de la duchesse et de la salle du trône, entre le lieu privé secret par l'excellence et le lieu public où s'exerce le pouvoir. Elle est la scène où se tiendra le jeu du courtisan. La place du courtisan est dans l'entre-deux. Le soir est réservé à la fête. La journée a été consacrée aux affaires de l'État, à la guerre, aux grandes manifestations ostentatoires, où la noblesse se livre à ses activités immémoriales.
les tournois, la chasse, les sports. Mais la soirée est le moment où le courtisan, en compagnie des dames, peut exercer le mieux gratuitement, en quelque sorte, c'est-à-dire pour la grâce, la courtisanerie, où il peut montrer parmi les jeux, les danses, les concerts et la conversation ce qu'il est, ce qu'il sait faire et exhiber le meilleur de son art. À Urbino, plus qu'ailleurs, les soirées appartiennent aux courtisans. Castiglione tire parti d'un fait réel, la maladie du duc Guidubaldo, qui l'oblige à se retirer tôt pour permettre aux jeux de la cour de se déployer de façon autonome, en l'absence de celui sans qui pourtant il n'y aurait pas de cour. Le prince, par rapport à qui toutes les paroles et les actions prennent sens et valeur, n'a pas besoin de se manifester pour que son regard souverain exerce son effet Dieu caché, ou plutôt Dieu aristotélicien, moteur non mu, tirant tout à lui sans avoir sorti de lui-même. L'infirmité de Guidubaldo, victime de la fortune qui se joue des humains, trahi par son corps et incapable désormais de pratiquer, dans un milieu où la beauté et la force physique jouent un rôle essentiel, les prouesses chevaleresques dont il reste le juge ultime, impuissant à exercer l'amour et à engendrer, permet à Castiglione de spiritualiser la figure princière et de la réduire à l'essentiel qui est l'incarnation du pouvoir et de la hiérarchie sociale. La duchesse, elle, est présente. Elle est l'âme de la cour et préside à ses jeux. Plutôt que la représentante du pouvoir transcendant, elle est le lien d'amitié qui unit tous les courtisans. Elle n'impose rien, elle n'est pas là pour contraindre ou pour énoncer la vérité. Son titre la met hors jeu et elle délègue à une de ses dames, à l'esprit vif, Emilia Pilla, sa lieutenante, ses pouvoirs de direction. La conversation parfaite suppose en effet une certaine égalité entre les participants, égalité qui est symbolisée par la disposition en cercle des sièges, chacun parlant à son tour, en principe du moins, car la plus grande liberté de ton règne, entre tous les assistants qui échangent plaisanteries et moqueries, dans les limites cependant de la discrétion. C'est dans ce lieu fermé et nocturne où le monde extérieur ne pénètre qu'à la fin, avec la lumière de l'aube qui sourd à travers les fenêtres, qui se déroulent entièrement les dialogues du courtisan. Les gentilshommes restent entre eux et les autres classes de la société n'apparaissent pas, si ce n'est au hasard des anecdotes et des récits qui parsèment l'ouvrage. C'est alors un monde beaucoup plus varié et truculent qui fait irruption, avec ses paysans, ses curés paillards, ses marchands, ses voyageurs, le monde des nouvelles de Boccacce et de Bandello, et la scène se transporte jusqu'aux limites de la Russie et de la Pologne. Chez les pirates barbaresques d'Afrique du Nord, à Lyon, à Rome pendant le carnaval, dans les auberges où l'on joue aux cartes, dans les églises où se donnent des rendez-vous furtifs. Le thème qui donne au lieu son unité, la recherche du parfait courtisan, n'apparaît pas immédiatement. Il s'agit d'abord de trouver un nouveau jeu. La vie courtisane est placée sous le signe du jeu, essentiellement active, bien qu'à la fin, avec Bembo, elle montre qu'elle est capable de s'élever jusqu'à la contemplation. Elle est une pratique libérale d'hommes nés nobles. C'est une vie de scolé, d'otium, la seule vie digne d'être louée. Elle ignore le neg-otium, l'ignoble commerce. Tout est jeu pour elle, la guerre et la politique avec leurs règles difficiles et codifiées. Mais il n'y a pas de jeu sans règles, et les jeux du soir ne sont que la suite et le couronnement de ceux de la journée. Et le rire est le masque du jeu. On rit beaucoup dans le courtisan, et le dialogue est ponctué de façon presque mécanique par les rires. Si parfois on ne rit pas, c'est que quelqu'un a enfreint la règle. Dès le début, le thème du jeu est en quelque sorte redoublé. On jouera à trouver un jeu nouveau, inédit. Les premiers sujets proposés sont dans la tradition courtoise et galante, des cours d'amour médiévales, des job parties provençales, avec leurs questions tirées de la doctrine codifiée de fin à mort. De ses plaisirs, de ses dédains, de ses tourments, ou bien il s'agira, selon la mode humaniste, de parler de la folie de chacun, mais très vite l'accord se fait sur le jeu suggéré par Federico Fregoso, former en parole un courtisan parfait, en spécifiant toutes les conditions et qualités particulières qui sont requises chez lui qui méritent ce nom. Du même coup est donnée la finalité du jeu et la forme du dialogue auquel il va donner lieu.